Vlad l'Empaleur, tu as peut-être déjà entendu parler, c'est lui qui a donné, les gens savent pas ça non plus, c'est lui qui a donné naissance à la légende de Dracula. Et la Roumanie devient communiste. Nicolae Ceausescu, tu as sûrement entendu parler. Il commence à se faire, à monter tout un culte de la personnalité. Là, je te montre quelques photos, quelques images. Voilà, avec des peintures, des dessins, des chants à sa gloire. Il a commencé à se faire appeler le génie des Carpates. Il s'est construit des palais, tu vois. Des palais, des palaces, des maisons de luxe dans toutes les villes, dans beaucoup de villes pour ses vacances et tout, tu vois. Pendant que les gens commençaient à crever la faim, quoi. Il part en hélico, voilà, il s'enfuit, il laisse tout en plan et il se casse. Il se fait récupérer par des militaires en pleine campagne qui l'arrêtent et ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire quoi, tu vois, on a chopé le dictateur, on est en danger parce que s'ils arrivent à nous retrouver, tu vois, les gens du gouvernement et tout ça, voilà, nous on se retrouve avec le dictateur, c'est la chance unique de notre vie pour le pays, pour tout le monde. Il faut qu'on s'en débarrasse en fait. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Et c'est une histoire que peu de gens connaissent, qui commence au Moyen-Âge en fait, avec 3 provinces, 3 principautés, que tu vois là sur la carte. L'une de ces provinces, elle s'appelle la Transylvanie, tu as peut-être déjà entendu parler, moi j'y ai vécu. La deuxième, elle s'appelle la Moldavie, et la troisième, c'est la Valachie. Alors ça remonte au Xe siècle hein, quand même, ça remonte au Moyen-Âge. Et c'était des principautés, donc tu avais un prince qui gouvernait chacune de ces régions. Et puis c'est une histoire super mouvementée, hein, parce que déjà au XIe siècle, donc un siècle après, tu as les Hongrois qui ont récupéré la Transylvanie. Ensuite, il y a eu les Ottomans, tu vois, les Turcs actuels, qui ont essayé d'envahir tout ça, tu vois, plein de fois. Et puis les princes de Valachie, de Moldavie, de Transylvanie ont toujours, pendant plusieurs siècles en fait, ils ont toujours réussi à résister aux Ottomans. Parmi les princes qui ont résisté aux Ottomans, il y en a des bien connus. Hein. Tu as Vlad l'Empaleur par exemple. Vlad l'Empaleur, tu as peut-être déjà entendu parler, ça vient de là. Tu sais que tu peux visiter son château encore en Transylvanie. Moi je l'ai visité, je te mets la photo du château ici. Et Vlad l'Empaleur, c'est lui qui a donné, les gens savent pas ça non plus, c'est lui qui a donné naissance à la légende, attends on va aller par là, à la légende de Dracula. Tu sais que Dracula, en fait, c'est pas autre chose que Vlad l'Empaleur, mais ça a été dramatisé, tu vois, ils ont raconté plein d'histoires autour qui sont pas vraies, ils buvaient pas de sang à la base. C'est juste que c'était un prince qui était terrible, un prince qui était extrêmement cruel, et qui aimait bien empaler les gens qui étaient méchants, tu vois, ou qui avaient fait des bêtises. Bon, donc c'est pour ça. Vlad l'Empaleur, c'était pas le plus cool d'entre eux, mais il y en a eu un qui était beaucoup plus cool, c'est Stéphane le Grand, Stéphane cel Mare en roumain, ça s'appelle, qui est aujourd'hui encore considéré comme le personnage le plus important de l'histoire roumaine. Parce que comme tu vas le voir, ces 3 provinces-là, elles ont donné naissance après, plus tard, hein, à la Roumanie actuelle. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va un peu s'enfoncer dans les quartiers, tu vois, comme ici, qui ont été construits par les communistes. On va passer par ici, qui sont des quartiers très verts d'habitude, qui ont des spécificités, tu vois, notamment les balcons ici qui ont été fermés pendant les années 90, en fait, à la chute du communisme, c'était un peu la grosse liberté, et où après des années et des années de répression, les gens ont commencé, même s'ils étaient très pauvres à l'époque, à pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans leur vie quotidienne. Ils ont construit des choses comme ça. Je te mets des photos de balcons assez bizarres d'Europe de l'Est. Il y en a certains aussi de Russie, certaines des photos. Et voilà, ça c'est typique de l'Europe de l'Est. Et je voulais te faire découvrir un peu, tu vois, ici on est encore une fois en pleine zone communiste, construite par les communistes à l'époque, et je voulais te montrer pourquoi ça ressemble à ça, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ces coins-là, et tout a commencé avec ces 3 provinces en fait. Tout a commencé avec ces 3 provinces. Donc la Transylvanie, le truc c'est que tout le monde a toujours essayé de récupérer cette partie-là, quoi. C'est-à-dire, tu vois, dès le XIe siècle, les Hongrois récupèrent la Transylvanie. Ensuite, au XVIIe siècle, alors au XVIIe siècle, c'était fini déjà avec les Ottomans, tu vois. Les Ottomans, c'était un problème réglé, ça n'existait plus. Sauf que c'était l'Empire autrichien qui commençait à venir saouler tout le monde. Et les Autrichiens ont récupéré, encore une fois, à ce moment-là, la Transylvanie. Mais pas que la Transylvanie, ils se sont mis à récupérer aussi une partie de la Moldavie, t'as les Russes qui se sont mis à en récupérer aussi une partie, les Autrichiens aussi qui se sont fait plaisir avec une partie de la Valachie. Enfin tu vois, après les Ottomans, il y a eu tout ce problème avec les Autrichiens qui ont essayé eux aussi de récupérer des terres, et puis les Russes aussi, voilà, tout le monde quoi.
Donc du coup, au bout d'un moment, ils ont commencé à en avoir un peu marre, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont unis, en fait. Donc tu as la Valachie et la Moldavie qui se sont réunis pour former un pays, qui s'appelait la Roumanie. C'est la naissance du pays dans lequel je suis en ce moment, dans lequel je suis en train de me balader et dans lequel j'habite. Ça date du 19e siècle, et donc ça a commencé là, avec l'union de la Valachie et de la Moldavie, avec un roi qui s'appelait Carol Ier, qui avait une jolie barbe, là, que tu vois sur la photo. À ce moment-là, la Transylvanie faisait partie de la Hongrie encore. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, et là, ce que je suis en train de filmer, ça fait pas partie de la Transylvanie administrative, si tu veux, moderne, mais ça fait partie de la Transylvanie historique. On est ici, moi, je suis à 10 km de la frontière hongroise, dans une partie qui, autrefois, était hongroise. Donc, si tu veux, la Roumanie s'est formée sans la Transylvanie, en fait, à ce moment-là, avec le roi Carol Ier. Mais le problème, c'est qu'en Transylvanie, 70% des gens qui y habitaient, donc la Transylvanie qui faisait partie de la Hongrie à l'époque, 70% des gens qui y habitaient, étaient ethniquement roumains, tu vois, n'étaient pas hongrois, étaient roumains. Alors ça, c'est la base de tout le conflit qu'il y a ici. Si tu habites ici ou si tu viens ici un jour, tu le verras. Moi, j'ai des amis qui sont ethniquement hongrois, des amis qui sont ethniquement roumains, il y a les deux. Mais j'ai surtout vécu dans des zones historiquement hongroises. Et du coup, il y a toujours un conflit, une tension entre ces deux communautés-là, tu vois. À savoir qui était là le premier, à savoir qui a pris les terres des autres, à savoir tout ça. Et tu as des personnes, comme je te disais dans la dernière vidéo, qui sont nés ici, donc administrativement en Roumanie, mais qui ne se sentent pas roumains, qui se sentent hongrois, parce que pour eux, ça fait partie historiquement de la Hongrie. Et puis les Roumains qui disent non, regarde, ça a toujours été ethniquement roumain, enfin depuis telle ou telle date, c'était des Roumains qui habitaient là, même si ça faisait partie de la Hongrie. Alors on commence à s'approcher vraiment du cœur du communisme ici, tu vois, avec des jolis jardins. Donc tu vois, c'est des immeubles destroy comme ça, avec un peu customisé sur les balcons et tout, et puis beaucoup de verre. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est des immeubles qui ont été construits il y a longtemps, donc les arbres ont eu le temps de pousser, comparé aux immeubles récents que tu vois, avec des arbres qui sont jeunes, et puis beaucoup de personnes plus âgées habitent dans ce type d'immeuble. Donc du coup, il y a beaucoup de retraités, et donc ces personnes-là ont souvent le temps de faire des jardins. Il y a même des jardins potagers, il y a des trucs... Moi, j'aime beaucoup ce genre de coin, tu vois. Il y a des jardins potagers, il y a des trucs avec des légumes. Tiens, regarde-moi ça, tu vois, là, on est en pleine ville, et c'est vert, 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 vert. Donc voilà, moi, je suis dans cette partie-là, qui a été toujours un peu entre la Hongrie et la Roumanie, quoi. Donc ce qui s'est passé suite à cette affaire, c'est que tu as eu la Première Guerre mondiale, et la Roumanie, eux, ils sont rentrés dans la Première Guerre mondiale pour essayer, en déclarant la guerre justement à l'Autriche-Hongrie, quoi, pour essayer de récupérer cette fameuse Transylvanie. Donc ils sont partis dans la Première Guerre mondiale pour ça. Et puis ils ont réussi, parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et ça dure encore aujourd'hui, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, à part un épisode pendant la Seconde, la Transylvanie fait partie de la Roumanie. Voilà. Donc ils ont récupéré, c'était le traité du Trianon en 1918, ils ont récupéré la Transylvanie. Et donc aujourd'hui, la Roumanie moderne, c'est ça, c'est ces trois provinces historiques de Valachie, de Moldavie et de Transylvanie. Simplement, attention, parce qu'il y a eu d'autres dramas après. Tu sais qu'il y a une partie de la Moldavie qui, encore aujourd'hui, est un pays qui s'appelle la République moldave. En attendant, il y a eu les nazis, quoi. La Deuxième Guerre mondiale, je t'apprends rien, après la Première. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, en France, on a eu Pétain. Et ici, il y a eu un personnage sombre qui s'appelait Antonescu, que tu vois là sur la photo. Et Antonescu, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il s'est mis carrément du côté des Allemands, des nazis. Et la Roumanie a démarré la Seconde Guerre mondiale carrément sous le commandement de l'armée allemande, en fait. Voilà. Donc ils sont partis en mode nazi, tout ça. Ils ont envoyé tout le monde dans les camps de concentration. Enfin, ils les ont refourgués aux Allemands pour les foutre dans les camps de concentration, tout ça. Enfin, le truc ultra glauque, tu vois. Jusqu'à ce que le roi qui s'était fait éjecter, qui n'avait plus rien à voir avec rien, qui gouvernait plus rien. Je te mets la photo du roi, c'est le roi Mihai, ça. Le roi, il s'est énervé et il a essayé de faire un coup d'état, tu vois, pour renverser le nazi, là, Antonescu, là, le collaborateur. Et le roi, il réussit. Il réussit à renverser le nazi. Et donc, du coup, lui, ce qu'il voulait, c'est faire un truc avec les alliés, tu vois, contre les nazis. Donc, du coup, ça passe en sens inverse. L'armée roumaine se met sous commandement russe.
et combat avec les Russes contre les Allemands. Voilà, en Tchécoslovaquie, un peu partout. Donc revirement total de situation suite au coup d'État du roi Mihai. Et donc à ce moment-là, tu vois là, on sort d'un quartier communiste pour rentrer dans les quartiers plus modernes, mais je vais t'emmener vers d'autres quartiers encore plus, communistes un peu plus hardcore de l'autre côté. Parce que ça, c'est communisme joli, tu vois, c'est communisme avec des arbres, communisme avec des petites fleurs, ça on aime bien ça. Mais après, c'est communisme hardcore, je vais t'emmener là-bas. Donc du coup, entre-temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est quand même passé plein de trucs, parce que la Roumanie a reperdu la Transylvanie, qu'ils ont donc récupéré suite au coup d'État, suite aux agissements du roi Mihai, là, de se débarrasser des pro-nazis, là. Par contre, ils ont perdu une partie de la Moldavie à ce moment-là, qui est partie aux Russes, quoi, qui a été récupérée par les Russes, qui, comme je te disais, c'est la République moldave. C'est un pays un peu spécial encore, tu vois, mais qui historiquement fait partie de cette union, en tout cas de la Moldavie. Donc la Moldavie, il y a une partie roumaine et une partie indépendante République moldave encore aujourd'hui, quoi. Ensuite, il y a eu le communisme. Et le communisme, alors c'est pour ça que le roi Mihai, tu vois, c'est un peu pile ou face, pour ou contre, c'est un peu la zone sombre de l'histoire. Donc le roi Mihai, le problème c'est ça, c'est que lui, il a éjecté les nazis, tu vois. Le problème, c'est que du coup, on s'est retrouvé avec les Russes. Voilà, c'est un peu la peste après s'être débarrassé du choléra. Mais lui, c'était pas son projet. Il voulait pas que la Roumanie devienne communiste. C'était pas du tout le but au début. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la guerre, les Russes, ils envahissent la Roumanie, tout simplement. Tu vois, ils occupent en tout cas. Ils occupent le terrain, tu vois. On passe sous contrôle, sous contrôle soviétique. Voilà, sous influence, tu vois. On est donné. Voilà, ça part dans la zone d'influence soviétique, tout ça. Donc le roi Mihai, il commence à halluciner, il abdique, il se barre, il y a d'autres déroulements qui se sont passés, mais il se casse, il part en exil, et la Roumanie devient communiste à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est là que ça commence en 1947, je crois. 1947, tu vois, ça remonte à loin. Le gars qui devient chef d'État, c'est lui que je te mets sur la photo, là. Le gars, c'est un ancien chauffeur de tramway, tu vois, un ancien chauffeur de tram. Donc voilà, communisme machin, sauf que au début, lui, il est staliniste, hein. Il est pro-Staline, il est pro-russe, tout ce que tu veux. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il commence à se détacher de la Russie, en fait. Il commence à se dire, ouais, tout ça. Voilà, donc comme Tito en ex-Yougoslavie, hein, qui lui aussi était un communiste non aligné, si tu veux, sur la Russie, il a commencé à faire son truc dans son coin, quoi, tranquille. Communisme indépendant, si tu veux. Donc du coup, grâce à ça, il a été beaucoup apprécié par les gens de l'Ouest, par les puissances de l'Ouest, beaucoup plus que ceux qui étaient alignés sur la Russie. Et donc il s'est fait pote, la Roumanie était plus ou moins pote avec les puissances de l'Ouest à ce moment-là. Sauf que lui, il est mort en fait. En 1965, je crois, il est mort. Et à ce moment-là, lui qui était chauffeur de tram, tu vois, a été remplacé par un autre gars qui était apprenti cordonnier. Apprenti cordonnier qui s'appelait Nicolae Ceausescu. Tu as sûrement entendu parler de Ceausescu. Donc Ceausescu arrive tranquillement. Au début, il fait la même chose, hein, communisme non aligné, tu vois, indépendant par rapport à la Russie, tranquille et tout, quoi. Donc voilà, au début, ça se passe, c'est du communisme, quoi, mais bon, c'est pas non plus... ça se passe tranquille, voilà. Sauf qu'en 1971, le Nicolae en question, là, il a une mauvaise idée. Il a une super mauvaise idée qui va tout ruiner, qui va même lui ruiner sa vie. Tiens, regarde, tu vois comme c'est vert ici, qui va ruiner le pays, qui va tuer plein de gens, voilà. Sa super idée, c'est un voyage. Tu vois que le voyage, ça peut être dangereux, hein. Donc en 71, il va visiter la Chine, il va visiter la Corée du Nord, il va visiter le Vietnam, pour aller voir un peu, tu vois, s'informer, qu'est-ce que font les communistes dans ces pays-là, tu vois, pour prendre des idées, pour améliorer le pays, tout ça, quoi. Bon, il arrive là-bas, et ce qu'il voit, c'est du communisme hardcore, tu vois, genre tu fais un pet de travers, on t'envoie au trou, ta famille disparaît, culte de la personnalité, avec les photos du leader dans la rue, tu vois, police politique, on lit tes courriers, tu vois, oppression, quoi. Il voit ça, et tu vois, quelqu'un de normal, il aurait vu ça, il serait dit, mais attends, non mais allô, sortez-moi de là, tu vois. Sauf que lui, Ceausescu, non, il a adoré en fait. Lui, il a kiffé grave, voilà. Il a kiffé grave, il est revenu de son voyage, il a voulu faire la même chose en Roumanie. Donc du coup, il rentre en Roumanie,
Et il commence à se faire, tu vois, à monter tout un culte de la personnalité. Là, je te montre quelques photos, quelques images. Voilà, avec des peintures, des dessins, des chants à sa gloire. Il a commencé à se faire appeler le génie des Carpates, à s'inventer des pouvoirs, enfin pas des pouvoirs magiques, mais tu vois, à s'inventer des... Enfin voilà, en mode ce que tu peux voir aujourd'hui en Corée du Nord, tu vois. Et il n'y a pas que ça encore, tu vois, on peut se dire c'est gentil, c'est rigolo, tout ça, mais il n'y a pas que les choses rigolotes, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que y a eu la police politique, la Securitate, qui a commencé à... c'était un régime extrêmement oppressif, quoi. Enfin, tu pouvais disparaître rien que sur une suspicion, quoi. Enfin, si tu recevais un courrier, une lettre de l'étranger, tu pouvais disparaître, en fait. Tes voisins te dénonçaient, la police politique tenait des fiches sur tout le monde. Et puis, il y avait cette passion aussi, tu vois, les immeubles que tu vois là, qui ont été construits très vite, en fait. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'était de faire des énormes déplacements de population. Tu vois, de systématiser l'habitat. Il y avait une obsession sur la systématisation de l'habitat. Ça veut dire de faire en sorte que les gens habitent plus dans des maisons, mais qu'ils habitent dans des immeubles communistes, tu vois. En fait, ils ont déplacé beaucoup de gens de la campagne pour venir travailler en ville, en usine, en fait. Ils ont fait des énormes mouvements de population comme ça. Ils ont aussi essayé de roumaniser la Transylvanie en déplaçant des personnes ethniquement roumaines en Hongrie, en Transylvanie, pour qu'il y ait moins de Hongrois au mètre carré, tu vois. Que des choses comme ça, c'était l'horreur, quoi. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est parti à donf dans le délire Corée du Nord, tout ça. Et il a commencé à se construire des palais, tu vois. Donc non seulement ils ont détruit tout pour construire leurs immeubles moches, là, comme tu vois là. Enfin, ils ont détruit des monastères, des églises, des quartiers entiers, des villages. À Bucarest, ils ont détruit une bonne partie de la capitale pour construire un palais pour le dictateur que tu vois là. Enfin, c'est un projet énorme. Il y a même les enfants des rues, ça a commencé, tu sais, qui a eu après et tout, ça a commencé plus ou moins à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont fait déloger pour construire des trucs pareils. Il s'est construit des palais, tu vois, des palais, des palaces, des maisons de luxe dans toutes les villes, dans beaucoup de villes pour ses vacances et tout, tu vois. Pendant que les gens commençaient à crever la faim, quoi. Parce qu'au début du communisme, tout se passait bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un gros boom économique, en fait, au début, mais qui était basé sur des emprunts auprès des pays étrangers. Mais au bout d'un moment, il y avait plus d'argent dans les caisses. Il y en avait de moins en moins du fric dans les caisses. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens crevaient la faim. Il y avait des tickets de trucs, il y avait des files d'attente devant les magasins, il y avait un rationnement, tu pouvais à peine bouffer à un moment. Il y avait même un rationnement pour l'électricité. Tu n'avais même plus l'électricité toute la journée, tellement il n'y avait plus d'argent dans les caisses, tu vois. Il n'y avait même plus le chauffage pendant tout le temps l'hiver. Enfin, les gens commençaient à crever la faim et il n'y avait plus rien. Et pendant que l'autre, il était en train de se pavaner là, avec ses posters en 3D avec sa face dessus, ses palais de malades et puis sa répression, en fait. Donc les gens, au bout d'un moment, ils ont commencé à en avoir, tu vois, à en avoir à la casquette, en fait. Vraiment à la casquette. Et donc tout ça nous amène en 1989, quoi. 1989, c'est l'année... si tu es dictateur communiste, 89, tu commences déjà à sentir direct que ça sent le sapin, parce que tu l'as vu un peu partout en Europe de l'Est. En 1989, c'est là que les choses, elles commencent à partir en live, quoi. Juste avant quand même de te parler de la chute du communisme, je te montre encore des immeubles. On va se balader dans un autre quartier de ma ville qui s'appelle Dechebal. Et tu vois, Dechebal Auto, tu as le boulevard Dechebal, tout ça. Et tu as d'autres types d'immeubles communistes. Mais juste avant de te parler de la chute, je voudrais te montrer un peu à quoi tout ça ressemble. C'est des images que j'avais faites pour mon canal Telegram. Et tu vois qu'un truc typique en Europe de l'Est, que ce soit ici, c'est vrai d'ailleurs aussi en Russie, tu retrouves le même genre de choses. C'est les balcons fermés, en fait. Parce qu'à la chute du communisme, les gens ont commencé à fermer les balcons. Donc chacun l'a fermé à sa façon, son balcon. Et ça donne des choses comme ce que tu vois là sur la photo. Alors ça, c'est que sur les anciens immeubles qui ont été construits par les communistes. Ça, c'est pas, tu fais ça dans un immeuble moderne. Par exemple, si tu faisais ça chez moi, là où j'habite, c'est juste pas possible. Là, tu vas avoir des gros problèmes. Mais ça date surtout des années 90, en fait, où après le communisme, les gens, ils pouvaient rien faire, quoi. Et puis d'un coup, ils ont ressenti, même s'ils étaient très pauvres après le communisme, ils ont ressenti un énorme vent de liberté, quoi. Et ils ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient pas faire avant. Donc rajouter une pièce à sa maison en fermant le balcon, pourquoi pas, quoi. Maintenant, ces quartiers-là, ce sont des quartiers qui sont, bon, ça dépend où. À Bucarest, dans la capitale, c'est différent, mais ici, par exemple, qui sont très bien entretenus, qui sont très verts, comme tu le vois, qui sont propres. On vit bien dans ces immeubles-là, moi j'y ai vécu, j'en ai même acheté un appartement comme ça en 2005 à Bucarest, donc dans un immeuble communiste. Donc c'est des immeubles qui ont été construits vraiment à la va-vite.
pour loger tout ce monde-là, tu sais, quand ils ont fait venir tout le monde en ville pour pouvoir bosser à l'usine, et qui fait aussi que la population roumaine, elle est beaucoup dans les villes d'origine de la campagne en fait. C'est-à-dire que l'urbanisation s'est faite pendant le communisme, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens de la ville aujourd'hui ont leurs grands-parents encore à la campagne. Parce que les gens se sont fait déplacer dans les villes, et donc du coup, tu vois, leur famille, elle vient à la base de la campagne, quoi. Et quasiment tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la plupart des gens vont avoir leur grand-mère, leur grand-père, ou tu vois, leur famille, ils ont toujours de la famille vraiment à la campagne, dans les villages et tout, tu vois. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé en 1989 ? Ce qui s'est passé, c'est que dans la ville de... Attends, on va passer par où ? Ouais, on va passer par là. Dans la ville de Timișoara, donc en Roumanie, ce qui est une ville, je t'en parlais dans la dernière vidéo aussi, il y a eu un pasteur protestant c'est un événement qui paraît un tout petit événement. On se dit, attends, c'est un événement isolé, c'est pas grand-chose. En fait, si, c'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Donc un pasteur protestant qui a commencé à critiquer le régime communiste auprès de la presse étrangère. Donc il a parlé en mal des communistes. Et donc du coup, le gouvernement, enfin les autorités voulaient s'occuper de son cas. Sauf que il était apprécié par ses paroissiens, ce pasteur, et les paroissiens, ils ont commencé à se rebeller en fait. Donc ils ont commencé à descendre dans la rue, à faire du bruit, à se soulever en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que tu vois, là on est vraiment dans un quartier typique, hein. Beaucoup de retraités, de personnes plus âgées qui habitent dans ces quartiers. Et donc du coup, y a des gens qu'on avait marre aussi, tu vois, parce qu'il n'y avait rien à bouffer, tout ce que tu veux. Enfin bon, je te fais pas le dessin, t'as compris. Et donc du coup, ils ont rejoint ce mouvement. Et donc le mouvement, si tu veux, il a grossi, il a grossi, il a grossi. Si bien que ça a commencé à faire peur au gouvernement. Et le gouvernement, ils ont eu cette super idée, cette idée bête en fait, d'amener des brutes pour leur taper dessus. Donc ils se sont dit, attends, on a trouvé un super plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener des travailleurs d'usine, mais tu vois, dans un coin où, voilà, c'est des brutes épaisses, les gens, en fait, tu vois, on va leur envoyer des brutes épaisses qui travaillent en usine pour leur taper dessus, tu vois, pour les calmer, pour mater la rébellion. Donc ils envoient des travailleurs sur place, les travailleurs, ils arrivent sur place, sauf que le problème, c'est qu'ils changent de camp arrivés sur place. Tu sais, au début, on pensait qu'ils allaient... Enfin, tu vois, ils les ont appelés pour taper sur les protestataires. Mais en fait, non. Les travailleurs, ils rejoignent les rangs des protestataires. Donc, du coup, le gouvernement se retrouve avec un problème encore d'une plus grande ampleur. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Le dictateur, il décide de faire un discours dans la capitale. Donc, il se pose tranquillement à un balcon. Ça, c'était fin décembre 1989. Et c'est vraiment là où tout a tourné. C'est vraiment le moment où tout a changé. Donc il se pose tranquille sur un balcon, il ameute les foules, tu vois, il y avait une foule énorme devant lui pour dire voilà, on soutient le commun, tu vois, on est tous ensemble, ces gens-là c'est le mal et tout. Bon ok, bon, ça les protestataires c'est le mal, on est tous ensemble avec le communisme et tout, ok. Donc il commence son discours tranquille. Sauf que la foule commence à crier en fait. Et au début il est tout content, il croit, parce que lui il avait vraiment l'impression que les gens l'aimaient, tu vois. J'ai l'impression que dans son cercle privé, les gens lui racontaient n'importe quoi, lui mentaient, tu vois, parce qu'ils avaient peur ou je sais pas. Et donc du coup, il croyait vraiment que les gens l'aimaient, donc il n'a pas compris. Et donc il croyait que les gens le kiffaient, tu vois. Il disait ouais, calmez-vous et tout, arrêtez, on s'aime et tout, c'est la fête. Enfin, il ne disait pas dans ces mots-là, tu vois, mais laissez-moi quand même parler. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois que dans sa tête, tu le vois dans son expression faciale, il se rend compte, mais attends, ces gens-là sont pas en train de m'acclamer. Ils sont en train de se soulever, ils veulent me renverser. C'est la fin. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup, il a un moment de panique, d'hésitation. Et puis là, il y a ses aides, enfin les gens de la police politique derrière qui lui disent attends, il faut partir quoi, il faut fuir là, tu vas te faire démonter quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il part en hélico. Voilà, il s'enfuit, il laisse tout en plan et il se casse. Voilà, il se casse et pendant ce temps-là, la foule devient encore plus folle en fait. Pour la foule, c'est le moment clé. Enfin, les gens, ils commencent à comprendre. T'as vu, il a commencé à s'enfuir, c'est la fin, c'est la révolution, on va tout péter quoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les autorités ils commencent à tirer dans le tas pour calmer les gens. Il y a des gens qui meurent. Il y en a qui se font écraser par des chars. Pendant une semaine comme ça, tu as à peu près 1000 personnes qui vont mourir. Voilà. Et puis tu as des gens des autorités, de la police et de l'armée aussi qui rejoignent les rangs des protestataires. C'est-à-dire que c'est un bordel énorme pendant à peu près une semaine où tu as 1 millier de personnes qui décèdent. Et puis entre-temps, l'autre là qui s'est enfui avec son hélico, il se fait arrêter. Il se fait récupérer par des militaires en pleine campagne. Voilà, donc c'est des militaires en fait qui sont passés dans le camp des protestataires quoi, et qui l'arrêtent
qu'il arrête et il se demande mais qu'est-ce qu'on va faire quoi, tu vois, on a chopé le dictateur, on est en danger parce que s'ils arrivent à nous retrouver, tu vois, les gens du gouvernement et tout ça, voilà, nous on se retrouve avec le dictateur, c'est la chance unique de notre vie pour le pays, pour tout le monde. Il faut qu'on s'en débarrasse en fait. Et donc ce qu'ils font, c'est que quand même pour pas faire voilà, tu vois, ils se disent on va quand même faire un tribunal. Donc ils font un tribunal, mais c'est un tribunal un peu, voilà, c'est un peu le tribunal de pacotille, tu vois, mais en même temps, il fallait, voilà. Donc on sait pas, il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, chacun son avis. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont jugé et ils l'ont fusillé sur place avec sa femme. Donc sa femme, il faut savoir qu'elle participait quand même activement au truc, hein, qu'elle se faisait... elle se prenait vraiment enfin voilà, pour l'idole des jeux, enfin c'était n'importe quoi, voilà. Et donc du coup, ces gens-là, tout ce petit monde s'est fait fusiller, si mes souvenirs sont bons, le soir de Noël, on ne peut pas plus glauque, hein, le soir de Noël 1989. Et c'est une nouvelle ère qui commence. Simplement, les gens ils pensaient que c'était fini, tu vois. Tu te dis, voilà, dictateur communiste, on s'en est débarrassé, voilà, tu te dis, ça y est, c'est fini. Sauf que non, c'est pas fini. Parce que pendant ce temps-là, il y avait un gars qui faisait partie déjà du système communiste, qui s'appelait Ion Ilescu, qui était un haut gradé, enfin un haut placé dans le système communiste. Sauf qu'il avait eu des problèmes, des conflits avec le dictateur, donc il était un peu mis sur la touche, tu vois. Lui, il s'est dit, c'est la chance de ma vie, je vais récupérer le truc en ma faveur, en fait. Je vais devenir le nouveau leader, en fait. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que juste quelques heures après la mort du dictateur, il se débrouille pour apparaître à la télé et pour se présenter comme le leader de la révolution. Donc la révolution, c'est ça ici, la révolution roumaine, c'est ce qui a mis fin au communisme, hein, ce qu'on appelle la révolution ici, c'est tous ces événements. Et il se présente à la télé, il se présente comme le sauveur, et il essaye de récupérer ça en sa faveur. Et ça marche. Il devient, tu vois le paysage communiste ici, il devient chef d'État. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il commence à mettre autour de lui que des anciens communistes en fait. Des gens qui étaient communistes il y a 2 mois et qui d'un coup ont décidé de plus, tu vois, qu'on sentit le vent tourner, comme les gens qui ont renié le nazisme en 1945 à la Libération, tu vois. Ils ont senti le vent tourner, ils se sont dit on devient démocrate. Et tout ce beau monde a continué à faire la même chose, à se servir dans les caisses, à se foutre de la gueule des gens, etc. Donc les gens, ils ont commencé à se réénerver, en fait, tu vois. Ils pensaient s'être débarrassés du truc, on leur remet les mêmes gens à la tête du pays au pouvoir. L'horreur, quoi. Donc les gens, ils s'énervent, ils commencent à descendre dans la rue encore, quoi. Je te montrerai aussi pourquoi il y a toutes ces poubelles extérieures ici. Il y a beaucoup de poubelles extérieures qui fonctionnent avec une carte à code, avec un digicode. C'est toute une aventure les poubelles ici, en fait c'est vraiment typique. Hein. Je te montre pas les plus beaux coins, mais tu sais, il y a des vidéos, moi j'essaye de faire connaître la Roumanie, donc il y a l'Europe de l'Est en général, parce que je pense que c'est intéressant et qu'on y vit bien. Maintenant, c'est vrai que dans cette vidéo-là, évidemment, je te montre pas les meilleurs quartiers, je t'ai déjà montré des très beaux quartiers dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que c'est la réalité. Dans la plupart des villes ici, tu as une partie de la ville qui a été construite par les communistes, donc tu as 3 ambiances si tu veux. Tu as l'ambiance centre-ville, c'est souvent des centres historiques, très jolis. Ensuite tu as les nouveaux immeubles, donc ce qui se construit en ce moment et depuis les années, le milieu des années 2000. Et puis tu as les quartiers communistes qui font partie du truc, de l'histoire. Moi j'aime beaucoup ces quartiers-là, c'est des quartiers qui racontent une histoire. Ces immeubles se font réhabiliter au fur et à mesure. En Roumanie, pas encore beaucoup, mais dans des pays comme la Pologne, ça commence à se faire beaucoup. Bref, ça fait partie de l'histoire. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, du coup, ils ont l'impression qu'on est en train de leur voler leur révolution. Enfin, ils se disent, regarde, on a réussi à éjecter le dictateur, on a fait ça pour rien, en fait. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? On se fait voler notre révolution par les mêmes gens qui veulent revenir, là. Enfin, c'est l'horreur. Et donc, du coup, ils descendent dans la rue, et ils refont le même truc, quoi. Sauf que là, cette fois-ci, attends, on va passer par là. Bah, Iliescu, le dirigeant, il refait la même technique que Ceausescu, en fait, que le dictateur, c'est-à-dire qu'il fait venir des brutes épaisses pour taper sur la population, tu vois, pour taper sur les protestataires. Et donc il fait venir des mineurs, voilà, avec des bâtons, des gourdins, tout ce que tu veux, voilà, pour taper sur les gens. Donc je te montre quelques photos, ça s'appelait les minériades, c'est dans les années 90, et c'est encore un événement tragique, il y a eu plus d'100 de morts. Donc les années 90, c'était une période bizarre en fait. Enfin, pour employer le mot, c'était vraiment le bordel en fait. C'est-à-dire que forcément un vent de liberté, parce que les gens d'un coup étaient beaucoup plus libres, donc ils faisaient voilà, fermeture des balcons, il y en a qui ont construit quasiment une deuxième maison sur leur balcon, tu pouvais faire à peu près ce que tu voulais, les gens montaient des petits business, enfin voilà, un vent de liberté. Et d'un autre côté, grosse pauvreté quoi. Enfin, tu vois, grosse pauvreté. Moi, je me rappelle, la première fois où je suis allé en Roumanie, j'avais 11 ans, c'était en 1991.
T'avais des gens qui lavaient des sacs plastiques pour les revendre dans la rue, quoi. Tu vois, on en était à ce point-là. C'était triste à voir. Il y avait le problème des orphelins des rues aussi. Il y avait tout ça, quoi. Et du coup, c'était pas la fête, quoi. Mais en même temps, grosse liberté, mais il y avait pas d'argent. Et puis, en 96, tu as eu quand même la réforme des médias, qui a permis d'avoir des médias indépendants, parce que jusque-là, les médias étaient sous contrôle du gouvernement. En 97, tu as eu une réforme économique qui a permis l'énorme boom économique qui a suivi dans les années 2000. Et puis, après, les choses sont allées très vite, hein. De là jusqu'à maintenant, les choses sont allées très vite, quoi. 2004, premier président normal, enfin plus ou moins normal, Basescu, tu vois. Moi, les gens n'aiment pas trop Basescu parce qu'il y a des scandales, des trucs et tout, mais quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que c'était le premier président normal. C'est lui qui a préparé l'accession à l'Union européenne. Enfin, en tout cas, c'est sous sa présidence que ça s'est fait. Et le 1er janvier 2007, ou 31 décembre 2006, on ne sait pas, mais les grosses fêtes, c'était vraiment le 31 décembre 2006. Moi, j'étais à Bucarest, je m'en souviendrai toute ma vie. La Roumanie rejoint l'Union européenne. Et pour ce pays, c'était tout un symbole parce que, tu vois, là maintenant, on sort du communisme pour aller vers les quartiers plus vieux, les quartiers historiques. C'est tout un symbole parce que c'est un pays qui est coincé entre tout le monde, entre plusieurs puissances. Et tu l'as vu, pendant toute son histoire, ça a été ça, quoi. Entre l'Empire austro-hongrois à l'époque, les Russes de l'autre côté qui essayaient toujours de choper des territoires, les Ottomans à l'époque, encore plus avant. Tu vois, et c'est un pays qui, dans son cœur, est vraiment à l'ouest, en fait. C'est-à-dire que il veut pas, tu l'as vu même pendant le communisme, il voulait rien avoir à faire avec la Russie. C'est un pays qui, tu vois, qui a des valeurs, qui a une culture, qui a ses spécificités, qui est vraiment différente de ce qu'on a par exemple en France ou ailleurs. Mais le fond y est, tu vois. C'est un pays qui veut être à l'ouest et tu vois, qui veut faire partie de cette famille-là en fait, qui a toujours voulu ça. Et du coup, l'accession à l'Union européenne, ça a été vraiment un point symbolique, historique, c'est-à-dire, voilà, c'est le pays rejoint la famille dans laquelle il aurait dû être depuis le début, quoi. C'est le retour à la famille, quoi. Ça a été vu vraiment comme ça, quoi. C'est une reconnaissance, en fait. Voilà, une reconnaissance. Et voilà, donc maintenant, on est en centre-ville, il y a un peu de bruit parce qu'ils travaillent, il y a des travaux à côté, mais tu vois que ça n'a plus rien à voir. Donc depuis l'accession à l'Union européenne, le pays... Déjà, il y a eu le boom économique des années 2000, de folie. Ensuite, accession à l'Union européenne, rénovation de toutes les villes, les infrastructures qui sont en plan. Bon, ça a pris du temps, mais c'est en train de se faire. Les autoroutes, là, on attend un peu pour les autoroutes, mais il y en a déjà pas mal. Il y a eu un peu des problèmes et tout, mais ça avance. Voilà. Voilà. À quoi ça ressemble maintenant ? On a un président, on ne peut pas plus normal. Je te mets une photo du président, après tous ces gens bizarres, communistes, post-communistes, tout ce que tu veux. Voilà, tu vois rien qu'à sa tête qu'il est normal. Il est même peut-être un peu trop normal. C'est vraiment le président normal. On dirait une photo libre de droit tellement il a une tête normale. Voilà la normalité. Et ce qui est bien, c'est que les gens, même s'il y a des problèmes, les gens forcément ont moins d'argent que dans d'autres pays. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a cette attitude positive sur le... Même si les gens parfois sont négatifs, tu vois, comme partout. On ne peut pas être plus négatif qu'en France en même temps, parce que les Français sont très négatifs en général. Mais les choses progressent en fait. Là, je te mets l'évolution des salaires d'année après année, tu vois. Les salaires augmentent, les villes sont de plus en plus jolies et rénovées. Tout est... Voilà, tu vois, chaque année... amène des plus belles choses que l'année d'avant, enfin sauf l'année Covid et tout, parce qu'on est tous passés par là, tu vois, dans le monde entier. Enfin, tu vois, on a eu tous une année difficile, mais ce que je veux dire, c'est que les choses avancent, les choses progressent, et contrairement à des pays où les choses stagnent, tu vois, comme à l'ouest, souvent ça stagne, bah ici, on ressent ce progrès, en fait. C'est-à-dire que chaque année qui vient est une année meilleure que l'année précédente, où les gens sont payés plus, où la qualité de vie est meilleure. Et moi j'aime ça, tu vois. Alors là il se passe des trucs, voilà. Ça c'est l'une des rues avec des cafés, tu vois qu'on est dans une autre atmosphère que celle des quartiers communistes quand même. Une rue avec des cafés, avec des choses qui se passent, des terrasses. Enfin voilà, c'est la vie normale, c'est la vie comme chez nous. Moi je voudrais juste t'inviter à venir, pas forcément ici dans cette ville, pas forcément même en Roumanie, mais en Europe centrale ou dans les Balkans, en Europe de l'Est, enfin dans ces zones-là qu'on connaît peu, qui ont tellement d'histoires à raconter finalement, qui ont tellement d'histoires à raconter, et qui donnent l'exemple
justement d'une histoire qui se finit bien, quoi. Parce que tu as vu tout ce dont je t'ai parlé, là on a commencé avec, avec Vlad l'Empaleur, pour en terminer avec les rues, avec les cafés, quoi. En passant par toutes les horreurs possibles. Ça montre aussi que voilà, tu peux passer par toutes les horreurs possibles et puis finalement avoir mieux à amener, parce que pour moi, tu sais, moi j'ai fait le choix d'habiter ici, hein. Je suis parti en 2004, mais ma première visite, elle date... Alors, je vais te raconter toute l'histoire, en fait. L'histoire, c'est que la première fois où je suis venu, j'avais 11 ans, c'était en 91. Il y avait un orchestre symphonique roumain de la ville d'Oradea. Donc, c'est bizarre, c'est marrant, c'est la ville où j'habite aujourd'hui, en fait, tu vois. Qui est venu jouer dans notre ville, et avec l'école, on pouvait héberger un musicien. On a hébergé un musicien qui s'appelait Rano dans notre famille, avec mes parents. Et après, ils nous ont invités chez eux à Oradea, et on est venu en 91, donc c'était... 1 an, 2 ans après la chute du communisme, hein, parce que ça, le dictateur est mort fin 89, donc même pas 2 ans après. Et on est revenu en 96, les voir aussi. Et puis après, je suis pas venu jusqu'en 2004. Et j'ai vu toute l'évolution du pays. Et la chose bizarre, qui est peut-être un signe du destin, c'est que je suis revenu m'installer dans la ville même, à Oradea, dans la ville même, où j'étais venu à l'époque pour la première fois en 91. Et j'y suis venu pour m'installer sur le long terme, quoi. Alors c'est peut-être un signe du destin, je sais pas. Moi je vais faire une balade au parc, un parc aussi qui a été construit par les communistes, parce que les communistes ils adoraient les parcs. Et je voudrais te remercier du coup dans ce parc d'avoir été là aujourd'hui. J'espère pouvoir t'avoir appris 1 ou 2 choses que tu savais pas forcément. Et puis te donner envie de découvrir tous ces coins, quoi. Voilà, te donner envie de découvrir tous ces coins. C'est dommage parce que c'est des coins qui ont une mauvaise image du fait de leur histoire. C'est souvent les gens ils sont restés bloqués au communisme, aux années 90, à la pauvreté des années 90 ou au problème, enfin tu vois, à la dictature et tout ça. Ça a bien changé depuis, tu vois. On est dans des pays où on vit bien, on est dans des pays où tout s'améliore d'année après année, donc dans lesquels l'attitude sur la vie, je sais pas, moi je trouve que j'ai une bien meilleure attitude sur la vie dans un pays qui progresse que dans un pays qui régresse, quoi. Mais après c'est moi, hein, c'est pas forcément tout le monde. Un grand merci, et je te mets 2 autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues si tu les avais loupées, qui s'affichent là. Et je te retrouve sur la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, comme ça tu verras ça, parce qu'on continue les aventures. Je repars à la ferme bientôt, là, dans soit la prochaine, soit la vidéo d'après. Et on va faire plein de projets aussi là-bas. Salut chez toi, porte-toi bien.